Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Bonjour chez tous et merci de prendre le rendez-vous de ce rendez-vous matinal, du moins sur votre radio, la radio des défis. Bonne nouvelle pour l'opposition béninoise, Rontanguy Tameignon et consorts libres depuis hier. Cette actualité fera le chou gras de cette émission Océan Actu. Constant Yaouedou, bonjour. Bonjour. À votre côté, Wilfried Numbadan, bonjour. Oui, bonjour et bonjour à tous. Sosten Fadayo, rebonjour. Rebonjour, bienvenue. Alors, nous allons parler de trois choses, en tout cas de trois sujets ce matin. Libération de Rontanguy, Tameignon et consorts. Nous avons vu la décision de la Criette hier. Le deuxième sujet sera l'emblématique structure du dieu Gou revendiquée par les Béninois. Et en troisième position, nous allons parler de la renaissance du CITES. Nous allons donc aborder le premier sujet avec Wilfried Numbadan. Libération de Rontanguy, Tameignon et consorts. Les opposants ont une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle plutôt attendue depuis la visite qu'avait rendue le président Yaya Boni au président Talon. On savait que c'était une marche entamée vers le dégel. Le dégel qui s'explique ou qui peut avoir son origine dans la crise post-électorale qu'on a eue depuis 2019. Les crises qui se sont succédées ont eu pour effet final ce que nous avons eu comme embastillement, emprisonnement de certains têtes dures de l'opposition. Et maintenant, je pense que l'eau est passée sous le pont et on envisage que les uns et les autres se calment et que la calmie revienne au pays. Et que la calmie revienne au pays. Wilfried Numbadan, vous étiez en train de tout à l'heure que ce sont les prémices, si je vous comprends très bien, ce sont les prémices de la rencontre Talon-Yayi qui sont en train d'être constatées comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une émission de l'exécutif dans le judiciaire? Non, vous savez, quand vous êtes chef de l'État, votre responsabilité est grande. Vous devez à la fois répondre à l'intérêt général et maintenant penser aussi à des intérêts individuels. Et dans le cas d'espèce, aurait-il fallu laisser la maison Bénin brûler lors de la présidentielle passée ou lors des législatives? Non. Pour ne pas arriver à cet extrême-là, il a fallu que le pouvoir prenne ses responsabilités. Vu que ces événements se sont passés et vu certainement que du côté de l'opposition, il y a eu des remords, c'est-à-dire qu'ils se sont sentis avoir été trop vite en besogne. Je crois que cette démarche-là du président Yaya Boni est emblématique et symptomatique de ce que, de leur côté, il y a quand même une nouvelle posture qui est non plus de remettre en cause finalement le pouvoir d'État acquis, renouvelé à Patrice Talon, mais maintenant ils doivent contribuer à la construction de l'œuvre nationale. Donc, je crois que c'est de ce côté-là. Maintenant, la justice, le chef de l'État est quand même le premier magistrat de ce pays. Et moi, j'ai dit que c'est à la justice de nous démontrer, tous ceux qui sont en prison, de démontrer jusqu'où ils sont coupables. Donc, si aujourd'hui, la justice les met en liberté provisoire, c'est que quelque part, on ne leur reproche plus grand-chose, ou bien on sent qu'ils ne sont plus une menace directe pour la paix du pays. On sent qu'ils ne sont pas une menace directe pour la paix du pays, mais l'avocat de ces personnes libérées et qui disait, Barabé Gago, qui disait des garanties suffisantes de représentation, ce sont ces éléments-là qui ont favorisé la libération sous convocation de ces clients.
Constant Yaouidéo. Oui, je crois que l'avocat est plus proche du dossier que tout le monde. Donc, quand il le dit, on est obligé de le croire. Bon, a priori, puisque c'est le juge qui a le dernier mot. Bon, donc on est obligé de faire foi à ce qui se dit là-bas parce qu'il est beaucoup plus dans le secret que nous autres. Voyez. Mais sur le sujet, il faut aussi essayer quand même de faire la part des choses. Tu avais commencé par le dire tout à l'heure, bienvenue, pour dire que est-ce que on ne pourrait pas parler d'émission de l'exécutif dans le judiciaire. Là, il faut qu'on fasse aussi très attention parce que Boni Yayi a mené une démarche. Mais après, nous n'avons eu aucune autre information et je le disais en son temps ici sur ce même plateau que ça doit être des cas, qu'au cas par cas, que ça peut se gérer. Bon, on n'a plus d'informations sur des démarches. Est-ce que cette seule visite avec tous ceux qui se réclament victimes des faits politiques, est-ce que cette visite-là seule suffit pour que l'influence de l'exécutif puisse commencer par se faire sentir déjà comme ça? Je me pose la question pour que les juges ne commencent pas par dire maintenant que nous avons commencé par accélérer les dossiers, la résolution de la gestion des dossiers, on commence par assimiler ça à une action politique, alors que nous sommes indépendants, donc ça peut toutefois encore frustrer les juges à un niveau donné. Donc pour qu'il n'y ait pas cet amalgame, je crois que si quelque chose doit venir des politiques pour aider à la décrispation, il faut qu'on sente la démarche. Il faut qu'on sente la démarche. Et donc, pour vous, puisque rien n'est clair en la matière, puisque rien n'est visible, il ne s'agit pas des retombées de la rencontre Talon-Boni Yayi? Pas certainement. Peut-être, mais parce que les juges aussi, c'est des Béninois, ils sont dans le pays et ils ne sont pas là pour mettre la poudre au feu. Donc, ils peuvent être dans la même démarche, mais sans recevoir des recommandations de quelqu'un. Sans recevoir de recommandations ou sans accepter que c'est exactement ça. Sans accepter que c'est exactement officiellement officiellement, oui, il faut bien le préciser et Sosten. Et là aussi, mon appel serait que de ce côté, il faut que l'exécutif aussi actionne pour que les juges soient beaucoup plus libres pour aider. Libre pour l'aider. Libre pour aider oui. l'exécutif dans la décrispation de cette crise politique née en tout cas avant et d'ailleurs même après l'élection en République du Bénin. Et Sosten Fadaïro, c'était 9 inculpés et 5 ont bénéficié de cette libération. En tout cas, c'est compte tenu donc des garanties suffisantes de représentation que ces 5-là ont été libérés malgré la réqualification des faits. Au départ, c'était terrorisme et atteinte à la sûreté de l'État, mais à un moment donné, les expressions ont changé, la qualification a changé. On parle à un moment donné d'adhésion de commettre à un acte terroriste pour déstabiliser les institutions de la nation. Les choses sont en train de retrouver le chemin du dénouement, semble-t-il, Sosten. Évidemment, il faut forcément qu'on aille au dénouement de cette situation qui perdure plus que prévu. Parce que vous savez, dans un État, lorsque vous êtes dirigeant, vous n'aspirez qu'à gouverner un pays dans un climat apaisé. Personne ne souhaite rester dans un état ingouvernable. Et quand vous êtes à la tête du pays, vous mettez
tous les facteurs possibles en branle pour permettre d'avoir quand même un climat apaisé. Et parlant donc de ces différentes violences qui ont émaillé les dernières élections présidentielles, il fallait forcément porter les stockades et mettre quand même hors d'état de nuit ces personnes-là qui ont voulu porter atteinte à la sûreté de l'État. Et c'est ce qui a été fait. Et par rapport à la justice, je crois que le matinal a affiché à la page 2 de sa parution d'aujourd'hui une interview intégrale de l'ancien bâtonnier maître Jacques Migan qui a mis en surbrillance donc la manière de trancher de la justice. Il a dit que les procès de la justice béninoise se font de manière équitable. Vous n'allez aller dans n'importe quel pays au monde où on va vous dire que la justice est émaillée par l'incursion de l'exécutif, même si entre-temps on sait que l'exécutif, après tout, on dit que le chef de l'État c'est le premier magistrat, après tout. À des moments donnés, il peut essayer, pourquoi pas, de porter des doléances au niveau de la justice, quitte à la justice de l'utiliser comme il faut. Donc la justice ne se fait pas en tenant compte de la personne, ne tenant pas compte de ses affinités, mais plutôt de l'acte posé par la personne. Et ici, ce qui a pesé surtout dans la balance, c'est le caractère, la morale, le comportement de ces derniers-là et surtout ce qu'on leur reproche. Donc indubitablement, il faut forcément aller vers un dégel de la crise. On saurait vivre éperdument dans une crise. Donc le Bénin, encore que le Bénin, quoi qu'on le dise, est un pays de paix. On voit autour de nous beaucoup de situations, beaucoup de chauffourées qui se produisent et il y a beaucoup de personnes qui décèdent, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais le Bénin s'en sort souvent grandi à travers ces genres de situations-là. Le Bénin s'en sort souvent grandi quand on prend donc ce que l'avocat, le professeur Georges Bago a dit à propos donc de cette libération. Il faisait comprendre que sur les 9 inculpés qui ont comparu hier, le juge d'instruction a confirmé devant le procureur spécial qu'il avait 5 qui offraient des garanties suffisantes de représentation. Je crois que cela a beaucoup milité en faveur de mes clients. L'avocat qui s'octroie le mérite de cette victoire partielle, il faut le dire, partage entièrement cette position du ministère public entérinée par le juge des libertés et de la détention. Il dit, si vous voyez le profil de mes clients, je voudrais que vous écoutiez très bien donc cette portion de l'interview ou bien de l'entretien ou bien des propos de Georges Bago. Si vous voyez le profil de mes clients, aucun d'eux n'a jamais été condamné. Pour le docteur Rountongui, par exemple, il a près de 70 ans. Il a été ancien ministre, commandeur de l'ordre national. Joseph Tamegnon, quant à lui, a été officier de l'ordre national. Tout cela, en plus d'autres considérations, a fait que le procureur a demandé leur mise en liberté. Wilfried Numbada. Oui, ce qu'il faut ajouter à ce dossier, c'est que le procès n'est pas terminé. Ils sont en liberté provisoire, mais ils restent sous convocation et ils devront répondre des suites et des convocations. Ça veut dire que le procès, le dossier n'est pas clos. Donc on attendra les jours prochains de voir comment ça va évoluer. Le dossier n'est pas clos, on attendra les jours prochains pour savoir donc ce qui se passera dans ce dossier. Donc ce n'est pas encore une victoire totale telle qu'on l'estime tout à l'heure, c'est une victoire partielle, mais c'est déjà un élément de satisfaction. Constant Yaouidéou. Absolument, absolument. Ça prouve que notre justice est assez dynamique. Et vous avez parlé tout à l'heure de la requalification. Et tout à l'heure, on parlait de comment la justice pouvait aider aussi. Cette requalification, vous sentez que ça a ramené le débat beaucoup plus au niveau national. Parce que la première qualification... terrorisme et atteinte à la sûreté de l'État. Bon, ça faisait beaucoup plus appel à autre dimension. Ça amène dans une autre dimension et qui pouvait compliquer tout ce qui pouvait nous aider à aller vers la décrispation au niveau national. Donc la requalification, c'est pour dire que ce que nous sommes en train de dire, que les juges sont aussi dans la logique de l'apaisement du climat social et du climat politique au plan national. Donc c'est pour dire que c'est une bonne information, c'est une bonne démarche et que tel que Anne l'a dit tout à l'heure,
on est obligé d'aller au bout parce que c'est un dossier qui est en cours, donc la justice ne boucle pas ces dossiers, ils sont sous convocation. Donc il faut aussi que le dossier soit bouclé pour que tout soit fini. Le dossier soit bouclé pour les responsabilités situées. Les responsabilités, pour que les responsabilités soient situées. Nous allons terminer sur ce sujet avec Sostène. Tout à l'heure, je vous demandais 5 bénéficient en tout cas donc de liberté provisoire. Les 4 autres, est-ce qu'avec la nouvelle qualification des juges, est-ce qu'on peut arriver aussi à une liberté provisoire pour les 4 autres? Vous savez, il y a un langage vulgairement chez nous où on dit tous les moutons vont au marché mais n'ont pas le même prix. Et lorsque il y a beaucoup de prisonniers aujourd'hui dans l'univers carcéral béninois mais n'ont pas commis le même crime. Donc indubitablement, nous n'allons pas. Et quand on parle d'affaires de justice, on ne va pas au devant, on ne se précipite pas pour porter des jugements. On va laisser carrément la main à la justice béninoise de faire son travail afin que chacun puisse être situé. Parce que là, sinon nous, on risque d'appartenir à un camp ou à un autre, ou bien de supporter X en faveur de Y. Ce qui est sûr, la justice fera son travail et nous espérons vivement que la paix revienne et que chacun puisse reprendre ses mouvements de liberté, d'aller et de venir. Et vous avez abordé également ce pan de la chose. Est-ce que ce ne serait peut-être pas la rencontre entre Boni Yayi et Patrice Talon qui aurait pesé dans la balance? C'est possible. Nous ne sommes pas forcément dans le secret des dieux, nous ne sommes pas dans le secret de la justice. Quand même, c'est des hommes d'État. Et leur position, leur apport, leur opinion peuvent peser dans la balance. Et pourquoi pas, et on a évoqué également le kit des exilés. On espère vivement que ça va encore aller à cette étape-là pour que ceux-là qui mènent des vies de bosselés à l'étranger puissent regagner leur bécaille. Puissent regagner leur bécaille. D'ailleurs, le président de la République, lors de l'investiture, donc a appelé tous les fils et filles de cette République à venir donc contribuer au développement de cette nation. Nous tendons visiblement vers cette étape. Nous allons passer au deuxième sujet. Il y a la question de la restitution des 26 œuvres d'art qui sont en train, qui est en train d'être gérées, réglées définitivement, il faut le dire. Mais le Bénin passe à une autre offensive en réalité avec une interview ou un entretien sur la radio France Internationale du ministre de la Culture. Et hier, il revendique le Dieu au goût, Wilfried Moubadan. Oui, ça fait partie des besoins exprimés par le Bénin depuis que ce que j'estime comme boîte de Pandore a été ouverte. Voyez-vous, c'est depuis 1890 que les colons ont emporté la majorité de ces objets-là. Précisément en 1892. Voilà, donc il était temps qu'on entame la marche retour. Mais entre pays, entre nations, les choses doivent se faire d'une manière diplomatique pour ne pas frustrer les uns et les autres, parce que ces trésors qui ont été pillés au palais du Tabomé sont pour la plupart aujourd'hui, font plus la plupart aujourd'hui la richesse des musées français, pour ne pas dire d'autres de l'Occident. Maintenant, les uns et les autres, avec la pression de l'opinion et des influenceurs, ont compris qu'il fallait retourner ces œuvres qui ont été prises dans des conditions abjectes. Donc la marche est entamée et on commence par les 26 œuvres, on attendra ce qui va suivre. Ce qui est certain, c'est l'entente entre la France et le Bénin sur ces sujets à saluer, et le reste des besoins au fil du temps. Je crois qu'hier, dans son allocution, le président français Macron disait qu'ils vont établir une feuille de route, étudier comment, à terme, on verra le retour des autres. Donc, on est
en pleine démarche diplomatique et souhaitons que de part et d'autre, les uns et les autres ne soient pas lésés. En pleine démarche diplomatique, mais il faut préciser qu'au départ, c'est-à-dire dans les revendications ou bien dans les réclamations, le dieu, l'emblématique sculpture du dieu Gou était déjà la première chose réclamée. Mais pourquoi dans les 26 œuvres, cette sculpture-là ne s'y retrouve pas, Constant Yawedeou? Oui, ça ne peut pas s'y retrouver comme ça parce que il ne faut pas ignorer qu'ils sont suffisamment informés. S'ils ont exploité ces patrimoines pendant des centaines d'années, de près de 200 ans, et ils ont cherché à connaître l'importance de chaque élément. Et on en a suffisamment livré, nous-mêmes, sans savoir que c'était dans une certaine logique de confiscation ou d'exploitation. Autrement, parce que ce que représente le goût chez nous, autant que nous sommes ici aujourd'hui, quelle que soit notre appartenance religieuse, nous avons déjà bénéficié du pouvoir de goût aujourd'hui parce qu'on s'est déplacé. À partir du moment où vous montez sur un engin, vous rentrez dans un véhicule, vous vous déplacez, c'est déjà le goût. Est-ce qu'il peut y avoir vie sans déplacement? C'est impossible. Donc, ils sont bien informés que si on commence par nous remettre facilement ces genres de choses, le reste peut se reconstituer peut-être et ils vont garder des choses mais qui n'auront plus tellement de valeur. Parce que derrière le goût, dans les 6000 objets dont on parle, oui, derrière le goût, ce qui peut se retrouver dans les 6000, là, derrière le goût seul, c'est beaucoup. Vous voyez, donc c'est pas du tout innocent ce qui se passe, et le ministre qui a commencé par en parler, c'est de quoi il parle. Il faudrait dire que le dieu Gou, c'est cette statue de fait martelé réalisée en 1858 par Eklekendo à Kati, à Abomey, et emportée par les troupes coloniales françaises que se portera. En tout cas, c'est sur ça que se portent les différentes négociations. Mais quand vous voyez autour du dieu Gou, il y a une polémique en la matière. Il y a apparemment, en tout cas, quand on suit ce que Stéphane Martin avait dit en février 2020, il faisait comprendre que les Béninois envisagent de nous la demander, cette statue du moins du dieu Gou. Or, cette statue avait été réalisée par un sculpteur d'un pays voisin du royaume d'Abomey, fait prisonnier, donnée sur une plage, ramenée par un navigateur français. Elle a passé 150 ans au Louvre et est devenue une icône dessinée et décrite par Picasso et Apollinaire. Apparemment, il y a une attraction autour de cette statue et que quand on analyse très bien, ça ne serait pas facile de pouvoir donc avoir cette statue-là. Oui, mais quand on parle de goût et que les colonisateurs ont eu beaucoup de mal à réussir ce qu'ils doivent faire, mais le goût, c'est ça qui représente l'armée, mais c'est les armes. Donc, quand vous arrivez à maîtriser le goût ou vous voulez déstabiliser une armée, c'est à partir de là. Donc, ils savent que chaque combattant qui doit aller au front, c'est là qu'il va chercher le pouvoir. Dès qu'il prend l'arme, c'est là qu'il demande. C'est là qu'il doit chercher. Pour celui qui cherche à vous coloniser, à vous maîtriser, mais il ne sait pas où il doit passer. Il ne sait pas où il doit passer pour pouvoir vous tenir. Oui, oui. Il faudrait dire, Sosten Fadairo, c'est une statue d'une hauteur de 178 cm et d'un poids estimé entre 100 et 150 kg. Le chef-d'œuvre dont le côté symbolique est comparable à l'ami de Jeanne d'Arc incarne le dieu vaudou de la guerre, de la forge et du fer et représente donc la mémoire du roi Glélé. Sosten Fadairo. Vous savez, les Français ne sont pas bêtes. Ils ne vont pas de go vous libérer tout de suite. Il y a des choses importantes. Et l'autre chose à savoir, que les gens me pardonnent, les Béninois parlent trop. Les Béninois parlent trop. On livre trop les secrets. On n'a pas besoin de
tout dire sur nos traditions. On n'a pas besoin de tout dit sur ces différents dieux-là qui gouvernent notre atmosphère. Le Bénin reste le Bénin, nous avons nos traditions. La France reste la France, elle a ses traditions. Et tout ça là, c'est ça qui fait aujourd'hui que la France a choisi de nous libérer. Oui, le ministre l'a précisé qu'il n'a pas, on n'a pas le Bénin qui a décidé. Le Bénin n'a pas spécifié. C'est la France qui a décidé. Voilà. Et ces statues bien posées au musée de Louvre. Imaginez d'abord ce que ça rapporte pour la France en termes de tourisme, visite touristique par an. Pour ne citer que cela, il y a bien évidemment d'autres œuvres. Donc, indubitablement, ce que d'abord je vais demander aux Béninois, à ceux-là, à nos dignitaires, c'est de ne pas livrer l'entièreté des secrets de nos dieux comme ils ont l'habitude de faire. On amène même des kidam dans les couvents extrêmes, on leur porte des couronnes, tu les vois, on dit que telle personne... Il y a beaucoup de choses qui se font. Il faut avoir de retenue. Il faut avoir de retenue. Et par rapport à cette démarche de ramener les œuvres, je crois que le ministre Michel Abimbola n'a qu'à essayer de mettre de l'eau dans son vin. Il faut aller avec beaucoup de diplomatie, il a avec parlé beaucoup de façon intelligente. Voilà. Il faut aller avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup de tact. Oui. Si nous voulons véritablement avoir ces œuvres phares-là, parce que la France n'a pas, et il faut vous le dire, la France n'a pas à elle seule choisi ces œuvres-là. Il y a forcément des mecs cachés qui ont dit, ah, telle œuvre, ça fait ça, telle œuvre, ça fait ça. Donc, indubitablement, il faut voir ces contours-là et essayer d'aller avec beaucoup de diplomatie et ne pas en demander de trop tout de suite. Voir les contours, Wilfried Noubadan. Il y a Sostène Fadaïro qui posait un problème tout à l'heure. Le problème de la divulgation des secrets de nos couvents contribue aussi donc à notre enlisement, Wilfried Noubadan. Non, si on doit revenir à la question des œuvres pillées, c'était de bonne guerre, puisque nous sommes dans une époque ou bien dans un temps où les gens nous ont envahis et comme le disait tantôt Constant Yaredéou, ils sont dans la démarche d'une curiosité, et au-delà de la curiosité, ils s'accaparent de ce qui peut enrichir leur culture. Aujourd'hui, c'est aller au-delà de l'enrichissement de la culture pour devenir l'enrichissement financier. Et donc, là où ça va se compliquer, certaines œuvres qui sont là depuis 200, 150 ans et qui font la richesse de leur musée, comment accepteront-ils de nous les rétrocéder aussi facilement? Mais au-delà de ça, si je reviens à la question de Sostène, c'est l'éternelle question de l'inconstance de l'homme et de l'humain en général. Quand vous voulez avoir de pouvoir ou de l'influence sur quelqu'un, il suffit de chercher ses points faibles. Et quand ils étaient là, ils ont cherché les points faibles des nôtres. Ils les ont séduits parce qu'eux, ils n'avaient pas. Et on ne va pas faire ce grand débat aujourd'hui. Je crois que avec tout ce qui se passe, les bêtes de couvent, Sostène Fadaïro, ils sauront comment eux-mêmes garder les secrets. Ils sauront comment eux-mêmes garder les secrets. Et Constant Yaredéou, il maîtrise un peu ces milieux. Là, voilà le problème que Sostène Fadaïro a posé, le fait que nous donnons nous-mêmes notre secret. Regardez comment on raconte l'histoire du dieu Gou. Les Béninois même ne savent même pas l'histoire de ce dieu Gou-là. Oui, il faut dire tout simplement que c'est la pauvreté, qui a qui a marché sur la dignité. Oui, c'est la pauvreté qui a marché sur la dignité, et c'est triste parce que avec de l'argent, mais les gens sont passés, les représentations avant. Les 165 années où le christianisme est arrivé, la croix que nous utilisons pour représenter nos ancêtres sont représentées par les Hassins. Les Hassins, oui. Mais les gens sont passés dans les sanctuaires du Hassin, les hôtels portatifs, pour ramasser et les vendre. La mémoire de leurs ancêtres. Vous voulez que ça devienne quoi? Ils deviennent quoi? La mémoire de leurs ancêtres, ils ont vendu ça à des Blancs
ce qui est sûr, Dieu a fait les Blancs en Europe, il a fait les Noirs en Afrique, et les Béninois précisément en Afrique de l'Ouest. Donc, spirituellement, ça n'a pas de sens. Donc, c'est l'argent qui a détruit notre existence. Est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter désormais quand on voit des personnes qui viennent de l'étranger et qui ont accès à nos couvents et sont même, à un moment donné, on avait vu même une vidéo où un blanc maîtrise même donc le fa et pratique le fa de l'autre côté. Or, c'est notre identité. On devait sauvegarder ces genre de choses, Constant Yaouédéo. Absolument. On devait sauvegarder parce que nous, on n'ira jamais dans leur couvent. Ils savent comment conserver leur secret. Mais nous, avec un peu d'argent, on livre les secrets alors que on n'a pas connu l'écriture. Et là, on n'est pas en train de chercher même à conserver. Quand un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Parce que quand vous écoutez, vous suivez l'exploit de certaines personnes qui ne vivent plus et qui ont des choses qu'on ne peut plus. Mais c'est pas possible. Quand un Béanzin se lève pour dire à un bateau que le bateau doit se retourner, le bateau s'immobilise en pleine mer, tous ces pouvoirs sont où aujourd'hui? Donc c'est notre inconscience qui fait aussi que ceux-là ne laissent pas ne laissent pas l'héritage aussi. Il y a un problème qui se pose véritablement de conscience. De conscience qui quelque chose en quelques secondes pour qu'on passe au dernier sujet. En fait, cette histoire, c'est un couteau à double tranchant. Dans la mesure où, comme vous l'évoquez tantôt, bienvenue, tous les blancs qui font le phare ou bien qui sont introduits dans le couvent vaudou ne sont pas que des non-initiés. Aujourd'hui, la culture vaudou s'est étendue au-delà de l'Afrique de l'Ouest et du Bénin. Et au Brésil, à Cuba, vous allez voir les Blancs, 100% faire le culte vaudou exactement comme on le fait, et même en langue yoruba ou en langue kouéfon. Ça, c'est bien. Mais l'autre aspect de la question qu'il faut éviter, c'est-à-dire que cette façon que nous avons de vouloir herméneutiquement fermer nos pouvoirs, ça agit aussi sur la conservation à long terme. Parce que avec le pouvoir de l'argent, nous les livrons facilement à d'autres, mais avec une conscience historique, ce que nous devons léguer aux nôtres, on les emporte. Parce que c'est difficile à des moments donnés de prendre certains secrets chez les nôtres. Or, ces secrets-là, ils devraient les consigner et les laisser au futur. Ils ne le font pas. Mais au même moment, ils sont capables, avec le pouvoir d'argent, de les livrer à d'autres. Sans oublier que le monde aujourd'hui qui est à dominance, à idéologie libérale et capitaliste, est un monde de violence. Les gens ne peuvent pas nous laisser évoluer facilement comme ça avec ce qui est notre bien, alors qu'ils sont à la recherche de cela. C'est-à-dire qu'eux, ils feront tout pour soit nous les spolier ou les détruire si ça ne les avantage pas. Donc c'est à nous-mêmes de construire la répartie. Construire. Nous sommes donc les héritiers de ceux qui sont morts, la providence de la génération future. Sosten Fadaïro, votre problématique donc est d'actualité et fera l'objet d'autres discussions. Nous allons passer donc au dernier sujet. C'est un sujet qui est bipartite, il faudrait le dire. Nous allons parler de l'industrie, parler de CITES qui renaît très rapidement, mais aussi parler de l'usine de Zakota, la transformation de l'orange et de l'ananas. Désormais, en tout cas, les usines de Zakota, la DAE commençaient mise en concession. Et donc, nous allons essayer de partager le sujet ce matin. Nous allons commencer par Constant Yaouédéo, si vous m'excusez, et Sosten Fadaïro. Nous allons commencer par les usines de Zakota, la DAE commençaient, qui sont mises en concession. Constant Yaouédéo. Oui, je crois que le gouvernement est en train de vouloir rattraper des choses parce que les conditions dans lesquelles ces usines ont été installées, on sait, c'était
probablement de la volonté du gouvernement d'alors d'aller progressivement à l'industrialisation, mais on a senti qu'il y avait de l'improvisation. Il y avait de l'improvisation. Quand vous parlez de Zapota, c'est chez moi, parce que Zapota et Gonlin n'ont pas de frontières. Et effectivement, quand vous circulez dans la période, vous voyez des oranges par terre, vous allez vous dire vraiment, il vaut mieux penser à une industrie de transformation. Malheureusement, qu'est-ce qui a été fait pour que la matière première existe de façon suffisante? C'est ça qu'on devrait d'abord voir. C'est pour ça que dans la décision du Conseil des ministres, j'ai apprécié qu'on ait donné 2 ans pour que ces concessionnaires-là puissent vraiment se retrouver, puissent forcer. Parce que 3 ans, 4 ans déjà, les oranges commencent pas à pousser. Et on ne pense pas. Parce qu'il y avait déjà de petites usines de transformation qui ont commencé par consommer ce qui est actuellement produit. Mais quand de grandes usines vont s'installer, ils vont trouver la matière première où? C'est une éclosion économique. Vous voyez, donc le problème se pose dans tous les sens. Et c'est dommage pour nous parce qu'on n'aime pas prendre les bonnes décisions. Voilà, il y a une cinquantaine d'années, nous on était enfants, on a vu dans notre région à Gonlin les Chinois venir séjourner. Et ils ont fait la culture du riz. Vers Banamé, à Koussin-Lélé, les usines de décortiquage sont là. Ils ont appris à faire la culture du riz chez nous. Aujourd'hui, près de 2 milliards de Chinois mangent le riz. Les bêtes finissent de manger et nous, on envoie et on fait les rangs pour prendre 2 mesures. Merci à vous. Mais l'autre chose aussi que je vais ajouter, les mêmes Chinois ont fait. Parce qu'on a la deuxième grande vallée en Afrique, ici chez nous. Et ici, la grande vallée, c'est l'Ouémé et la petite vallée. Ça passe par Gonlin et ça finit par le bas-fond de Zobodomé. Mais ces mêmes Chinois ont expérimenté la tomate à ce niveau. Mais aujourd'hui, on prend la tomate, c'est conservé, on met Made in China et on achète. Ils l'ont fait il y a une cinquantaine d'années, ils l'ont expérimenté chez nous. On peut rééditer. Et donc, oui, il y a une volonté. Il y a une volonté de développement qui manque et je crois que à partir du moment où le gouvernement revient sur l'exploitation de ces usines, il va falloir vraiment y penser. Il va falloir vraiment y penser, Sostène et Fadayo, la CITES bientôt fonctionnelle au grand bonheur des employés. Vous savez que c'est une industrie textile située à Lokossa. Évidemment, et ce n'est pas seulement pour le bonheur des employés, c'est également pour le bonheur du Bénin, des caisses nationales, puisque lorsque vous ne faites que de l'exportation, vous faites une fuite des devises du pays, mais lorsque vous-même vous importez, ça veut dire qu'il y a l'entrée des devises. Et par rapport à exporter, voilà, je crois que je suis en train de faire un peu de mélange, voilà, c'est exporter et importer. Voilà. Donc, on ne peut pas produire autant de coton chez nous et chaque fois le vendre de façon brute et laisser le soin aux autres d'essayer de faire des tissus et de nous les proposer à prix élevé. Et c'est ça qu'on porte aujourd'hui pour essayer de montrer qu'on est galant. Alors qu'on a la possibilité d'en fabriquer chez nous. Je crois que c'est une bonne décision de la part du gouvernement de penser à ce secteur d'activité-là et de relancer donc la